Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet majeur de santé publique, donc l'obésité. On va parler de comment on la définit, quelles sont les causes, quelles conséquences sur la santé et la qualité de vie. J'ai la chance aujourd'hui donc d'avoir le docteur Malherbe et le docteur Sténard, qui sont tous les deux chirurgiens spécialisés en chirurgie bariatrique. Ce que je vous propose en fait, c'est chacun à votre tour de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Vincent Malherbe, je suis chirurgien viscéral à la clinique Pasteur, établissement Ramsay en Ardèche. Et je pratique la chirurgie bariatrique depuis dans cet établissement depuis 2010. J'ai eu aussi la chance d'être formé par le docteur Belachev, qui était le pionnier en Belgique qui a mis au point l'anneau gastrique à cette époque-là. On a un gros parcours de chirurgie bariatrique depuis mon premier cursus en interne, et puis j'ai prolongé cette spécialité. D'accord. Et vous? Fabien Sténard, j'exerce également le chirurgien viscéral et bariatrique. J'exerce à la clinique des Cèdres à Grenoble, enfin les Chirolles exactement. On a monté un programme à la clinique depuis une dizaine d'années sur Grenoble depuis un peu plus de 15-16 ans. C'est un programme également, comme le docteur Malherbe, qui comporte tous les aspects de la prise en charge, parce que la chirurgie bariatrique, c'est vraiment une prise en charge, alors le terme à la mode, c'est holistique, donc une prise en charge médicale et un suivi médical en premier lieu, et la chirurgie est un des éléments du traitement. Donc on a mis tout cet accompagnement en place pour pouvoir traiter les patients et les accompagner. Ça tombe bien en fait que vous parlez de ça fait une transition super pour ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va surtout parler en fait des causes de l'obésité. On va définir les chiffres clés. Docteur Malherbe, c'est quoi pour vous la situation aujourd'hui en France? Est-ce que la prévalence augmente, les jeunes? Comment ça se passe au niveau des chiffres sur l'obésité actuellement? Alors aujourd'hui, les chiffres commencent à se stabiliser à l'heure actuelle. Mais par contre, quand on voit la prévalence de l'obésité, elle représente aujourd'hui 18% de patients qui sont obèses. Mais cette répartition n'est pas du tout équivalente par rapport au territoire français. Donc on sait que il y a plus de proportions obèses dans le nord que dans le sud. Chez nous, dans notre région, il est plus ou moins de 18%. Par rapport à 95, la prévalence était 2 fois moins importante. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a une progression assez importante et épidémiologique de l'obésité en France, qui se retraduit aujourd'hui maintenant, non pas chez l'adulte, mais chez l'enfant, puisque un enfant sur 5 est en surpoids, et un enfant et 3% des enfants sont obèses. Et aujourd'hui, en France, plus ou moins 47% de la population est en surpoids. Est-ce qu'il y a un impact, parce que vous disiez c'était le nord de la France qui était plus touché, lié à la culture gastronomique, ou alors c'est lié aux catégories socio-professionnelles où est-ce qu'il y a des récurrences enfin des évidences, quelque chose par rapport à ça? Alors malheureusement oui, il y a une concordance entre l'obésité et le milieu socio-professionnel, puisqu'on sait que les personnes qui sont dans une situation plus précaire ont plus tendance à manger mal, parce que le panier coûte très cher aujourd'hui. Et par rapport à un cadre ou un ouvrier, on voit qu'il y a quand même une proportion d'obèses qui est plus importante dans le cas des ouvriers que dans le cadre des gens qui ont un poste assez important dans l'entreprise. Et donc, c'est ce qui explique aussi il y a un seuil de pauvreté un peu plus important dans le nord de la France que dans le sud. Et c'est ce qui explique ces différences. Ouais. On parle souvent du régime méditerranéen qui est quand même un régime qui est plutôt bon. Le fait que dans le sud, ils ont une alimentation différente, ça joue pas ou peu Oui, mais l'effet c'est un problème socio-économique avant tout. Aujourd'hui, le fast-food est assez facile à avoir, c'est pas très cher, mais malheureusement, c'est très riche en calories. Le menu, par exemple, de chez McDonald's qu'on prendrait, ça représente quand même 1 500 calories, qui est presque ce qu'on devrait manger sur la journée, donc sur un seul repas. Quand on voit aussi, par exemple, dans les selfs, il y a beaucoup d'aliments gras, mais pas assez de légumes. Donc tout ça est une proportion et une habitude que les gens ont eue aujourd'hui, et c'est ce qui explique qu'ils mangent moins bien, mangent plus mais moins bien,
et plus gras. Ok. Après, il y a l'explication du niveau socio-économique et de l'alimentation, elle est claire. Enfin, elle est importante. Mais en fait, c'est pas l'unique facteur. L'obésité, c'est vraiment une maladie multifactorielle. Clairement, la nourriture est en lien, mais l'environnement est en lien, les perturbateurs endocriniens sont en lien, l'hérédité est en lien, le stress, le facteur psychologique est en lien. On sait que notamment chez les femmes en obésité, on a près de 30 à 40% des femmes en obésité qui ont subi des violences physiques ou sexuelles dans leur enfance ou dans leur histoire. C'est pas un chiffre fortuit, donc il y a vraiment un lien. Donc il faut pas. Alors, l'alimentation, c'est très important, au niveau socio-économique aussi, mais ça ne suffit pas de réduire la prévalence de l'obésité à cet élément. Il y avait un bon exemple qui était de se dire que finalement, les perturbateurs endocriniens qui sont très à la mode pour être réputés, pour être assez néfastes pour l'organisme, on est tous, le monde et dans la France, on est tous exposés à ces perturbateurs endocriniens, mais on n'est pas, il n'y a pas 100% d'obésité qui s'est développée quand même. Donc du coup, voilà, il y a un lien. Est-ce qu'il y a une causalité directe? On n'est pas encore certain. Mais du coup, les perturbateurs endocriniens, c'est vrai qu'en plus, on les trouve dans les dispositifs qui sont moins chers. Enfin, on a eu, il y a pas longtemps, on a créé une chaîne qui s'appelle La Minute Nut, où c'est une de nos diètes qui parle, en fait, pour expliquer aux choses, tout ce qui est la nutrition. Et on a fait un épisode sur lire les étiquettes des produits. Et on a beaucoup rigolé parce qu'on a fait des trucs bio, on a fait des trucs qu'on pense bons. Et c'est vrai qu'on les lit, on se dit, en fait, il faut faire attention à ce qu'on achète parce que entre le produit pas cher et le produit plutôt haut de gamme, il y a des grosses différences de qualité, ce qu'il y a dedans. Restez caché. C'est certain, c'est certain. C'est juste que il ne faut pas prendre l'obésité sur le prisme uniquement de la nourriture. Ok. C'est ça. Par contre, oui, clairement, parce que voilà, on est tous exposés à cette problématique. Et pourtant, tout le monde ne va pas développer l'obésité. Donc, c'est important, mais c'est pas suffisant pour essayer d'approcher une compréhension de la maladie qu'on n'a pas bien compris. On parlait des pourcentages, il y a 50% de surpoids en France et 20% d'obésité. C'est vrai que finalement, l'obésité a augmenté depuis 95, mais si on regarde sur les 10 dernières années, le surpoids a augmenté, pas l'obésité. C'est à peu près stable. Donc, il y a les mêmes expositions à la problématique de la nourriture et pourtant le surpoids augmente, pas l'obésité. Le surpoids, c'est finalement c'est pas une maladie, c'est un problème de sédentarité, c'est un problème d'excès calorique, c'est un problème de vie qu'on a qui nous permet pas de faire d'activité physique et de perdre les calories qu'on ingère. C'est à décorréler de l'obésité, qui est une problématique complètement différente. Et du coup, c'est bien qu'on parle de l'obésité, mais comment on le définit? Parce qu'aujourd'hui, en fait, comment on sait qu'on est obèse ou qu'on est juste en surpoids? Alors en fait, souvent, moi je dis aux patients qu'on le sait rétrospectivement. Parce qu'en fait, l'indice de masse corporelle, qui est l'indice qui est un rapport entre le poids et la taille, est un indice très grossier et finalement peu satisfaisant pour définir ce qu'est l'obésité. Mais simplement, comme il est facile, on l'utilise beaucoup. Mais en fait, ce qu'il faut... pourquoi je parlais du rétrospectif, c'est que finalement, quand on a un patient qui a un excès pondéral au moins d'une vingtaine de kilos, et qui est passé par toutes les étapes de régimes divers et variés, de sport, d'essais, de perte du poids sans succès, là on peut se dire il y a un blocage, il y a un truc qui ne va pas, parce que la plupart des gens qui font soit des régimes, soit du sport, soit qui ont une vie équilibrée, finalement s'ils ont un peu de surpoids, ils vont le perdre. Et donc l'obésité, on voit que c'est des échecs répétés. Donc il y a probablement un blocage, on pourrait dire un blocage métabolique. Et donc finalement, c'est plutôt du rétrospectif. D'emblée, on ne peut pas trop savoir si le patient, finalement, il n'a pas mis en œuvre les bonnes mesures pour perdre du poids. Mais quand on a des patients qui, depuis 10 ans, essayent tout ce qu'il faut pour perdre du poids et qu'ils n'y arrivent pas, et que finalement, leur mode de vie n'est pas si catastrophique que ça, là, on peut commencer par parler d'obésité. Alors maintenant, on a également inclus les définitions qui sont la répercussion du poids dans la vie. Il y a des gens qui, clairement, vivent très bien avec un excès pondéral, ont peu ou pas de répercussions au niveau diabète, hypertension, enfin, toutes les comorbidités qui peuvent être associées. Donc, la maladie de l'obésité, elle se définit non seulement par le poids, mais surtout par les conséquences du poids sur la vie quotidienne. Et donc, du coup, le poids seul ne suffit pas. Il y a également une problématique, alors on ne peut pas le faire à tout le monde, de répartition masse maigre, masse grasse. On prend toujours cet exemple, et si vous prenez l'IMC juste, l'équipe de France de rugby, ils ont un IMC entre 32 et 34. Ils n'ont pas de problème d'excès de masse grasse, ils ont un excès de masse musculaire.
Mais sur le poids, ça fait qu'ils sont dans les chiffres en obésité. Donc voilà, il y a non seulement le poids, mais la répartition des graisses et de la masse musculaire, la masse osseuse, également les répercussions, pas uniquement physiques, mais également psychologiques et psychosociales de leur poids sur leur vie, qui fait que l'ensemble va définir si c'est une obésité ou si c'est juste finalement, si c'est une obésité maladie ou si c'est plutôt juste un excès pondéral qui pose pas tellement de soucis sur la santé. Alors après, la problématique, c'est que malheureusement, on est très inégaux là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a clairement des gens et des patients qui vont avoir des IMC à 32, 33, 34 et qui vont jamais développer de diabète, d'hypertension, d'arthrose ou de problématiques comme ça. En revanche, il y en a qui, dès ces excès pondéraux-là, vont les développer, ces comorbidités, ces complications, mais on ne sait pas, pour l'instant, on ne sait pas prédire. Donc du coup, voilà, définir l'obésité, ça reste assez complexe quand même. Ça veut dire qu'on va pas prendre en charge les personnes qui souffrent de surpoids, du coup, plus ou moins important, de la même façon. On va attendre, en fait, qu'il y ait des complications pour se dire: «Bah, là, il y a des complications, donc on va agir», ou quelqu'un qui a un surpoids, comme on disait, avec un IMC à 32 et qui joue pas au rugby ou qui est pas athlète et est-ce qu'on va les gérer de la même façon ou on va attendre d'aller voir s'il y a des cofacteurs? Ce que me dit le docteur Steiner, c'est tout à fait vrai. Donc, ce qu'on essaie de vous expliquer, c'est que l'obésité, il y a obésité et obésité morbide. Et si vous voulez, donc c'est vrai que c'est surtout multifactoriel et que l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, est aujourd'hui un petit peu désuète pour pouvoir définir, parce que monsieur Steiner l'a bien expliqué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, dans la prise de poids, le poids devient irréversible. Vous n'arriverez plus à perdre. Alors, les prises en charge entre le surpoids, donc c'est-à-dire un IMC entre au-delà de 35 à 30, de 25 à 30, ou même jusqu'à 35, et l'obésité morbide, ce sont vraiment 2 choses différentes. Et donc, dans l'obésité morbide, vous avez une pathologie et une maladie qui devient chronique. Donc c'est une maladie chronique. Et souvent les gens, à un moment donné, se disent: «Ben voilà, je suis trop gros parce que tu as trop mangé», mais en fait, ils sont arrivés à un tel stade où, ils ne pourront plus refaire, machine arrière. Et pourquoi? Parce que le stockage alimentaire en calories et en graisse augmente. Et donc ce qui se passe, vous avez ce qu'on appelle, c'est stocké dans des cellules qu'on appelle les adipocytes, et une fois qu'ils sont sursaturés, donc ils savent plus prendre de la graisse, ben ils refont une deuxième cellule. D'accord. Mais le problème, c'est que les cellules adipocytaires, comme on les appelle, ne meurent pas. Il n'y a pas d'apoptose cellulaire. Et donc, c'est pour ça qu'on explique le phénomène yo-yo, c'est-à-dire que les, les cellules vont se vider, mais ne vont pas disparaître. Et une fois que vous allez reprendre du poids, bah, vous avez déjà doublé la capacité énergétique à avoir. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, et ce que me dit Fabien, c'est tout à fait juste, c'est qu'il faut prendre en charge de façon multifonctionnelle et multifactorielle l'obésité. Et c'est pour ça que c'est important. Par exemple, il a organisé un très beau centre pour pouvoir prendre en charge les différentes problématiques, pas uniquement pathologiques, mais les problématiques qui sont liées à l'obésité. Donc du coup, si on peut justement parler, des principales complications qui sont liées justement à l'obésité. Ouais, il y en a beaucoup. Parce que je vous dis, il faut différencier les pathologies physiques, le risque long terme et les pathologies psychiques et les répercussions sociales. Pour revenir à votre question, comment on prend en charge? Alors, le surpoids, ça relève jusqu'à un IMC à 30. A priori, ça ne relève pas de la médecine. Ça ne relève pas d'une prise en charge médicale. Il n'y a pas besoin de médicaments associés, il n'y a pas besoin de chirurgie associée pour des patients qui n'ont finalement pas de maladie. Alors ensuite, au-delà d'un IMC à 30, il faut qu'on mesure les répercussions de l'obésité sur la vie et en fonction de cela, on va traiter ou on va pas traiter. Alors, les répercussions psychosociales, c'est la qualité de vie au quotidien, les sièges, dans les cinémas, les places, dans les bus, tout ça n'est pas adapté à des patients qui sont forts, qui sont en surpoids donc ou en obésité, pardon. Donc du coup, ça, c'est une répercussion qui est là. Une mère de famille ou un père de famille qui peut pas courir après ses enfants, dans le parc parce qu'il est limité par, son poids, c'est aussi une répercussion, qui est importante. Le regard des autres est important, c'est une maladie très stigmatisante. C'est une maladie qui se voit, c'est ça le problème. Un patient qui a du diabète, un patient qui a de l'hypertension, on ne le voit pas.
Par contre, un patient qui a une obésité, on le voit, et donc c'est très stigmatisant parce que les gens pensent que c'est pas une maladie, pensent que c'est un problème de volonté, et que in fine, c'est finalement les patients qui sont responsables de ce qui leur arrive. Et donc, c'est très stigmatisant et très difficile à vivre au quotidien. Alors après, il y a les complications qu'on connaît tous, qui sont les complications physiques, l'hypertension, le diabète, l'arthrose, l'apnée du sommeil, euh, la maladie hépatique qu'on appelle la NASH ou la MASH maintenant, enfin, en fait, qui fait de la stéatose et de la fibrose. Il y a toutes ces complications qui peuvent être associées à la maladie de l'obésité. Il y a un élément qu'on cite peu, c'est on s'est aperçu quand même dans les papiers scientifiques qu'il y a une augmentation de l'incidence des cancers solides chez les patients en obésité. Donc voilà, il y a toutes ces complications physiques et également les complications physiques et psychiques qui sont importantes à prendre en charge, enfin en tout cas à prendre en compte dans le traitement qu'on doit en apporter. Et c'est vrai qu'en médecine, jusqu'à présent, on a été extrêmement bien formé à traiter les complications. Le diabète, l'hypertension, l'arthrose, tout ça, c'est des prises en charge qui sont depuis des années et des années extrêmement bien codées, extrêmement bien organisées. En revanche, traiter l'obésité et une maladie en soi, ça, c'est beaucoup plus récent. C'est beaucoup plus récent et c'est encore très peu enseigné. Et c'est vrai que vous avez raison parce que, il suffit de regarder, les influenceurs, sport et les choses et beauté, des trucs comme ça sur Instagram, sur TikTok. Quand ils commencent à parler des obèses, enfin, c'est une horreur. Leur discours est, sur l'impact en fait social est énorme. Justement, les patients, qui ont ces problèmes-là, à partir de quel moment ils doivent se dire: «Là, il faut que je consulte»? Parce qu'effectivement, on peut se dire: «Bah, ouais, j'ai un peu trop de poids, mais j'y vais pas». Est-ce qu'on a un doute, on en parle à son médecin traitant ou on y va tout de suite ou? Ben, ça dépend déjà des difficultés, en fait, c'est toujours comme ça que ça se passe. Ils voient déjà, dans le pantalon qu'il faut augmenter les tailles. Mmh. Ils vont changer le pantalon. Ils vont voir qu'ils vont transpirer plus rapidement et surtout aussi, ils vont voir que, la capacité physique qu'ils vont devoir développer est beaucoup plus importante qu'auparavant. Et donc, après le réflexe évidemment, c'est de se peser et de voir que progressivement, ben, vous avez atteint une certaine limite de poids et puis à un moment donné, ben, vous dites: «OK, je vais, prendre des bonnes décisions et cetera» et c'est à ce moment-là que, bah, soit, vous y arrivez parce que vous mettez en place une activité sportive, vous faites de l'équilibre alimentaire, vous avez été voir une, diététicienne et cetera. Mais aussi, comme disait Fabien, il y a aussi le contexte social, il faut voir comment ça se passe, au travail et cetera. Parce que tout ça, ça peut aussi, donner une source, d'angoisse et de compulsion où quand ils rentrent chez eux, ils mangent. Donc s'ils arrivent à faire ça, bah, ils En reviennent, arrière. en arrière. Mmh. Après aussi, ben, ils vont voir que, le médecin généraliste va leur dire, bah, voilà, il faut faire attention, vous arrivez dans une tranche de d'IMC, qui est un peu plus, compliquée, il faut refaire des mesures hygiéno-diététiques, aller revoir, des gens, aller voir dans un centre. Le mieux, c'est toujours comme ça, hein, c'est que les médecins traitants nous adressent le patient dans un centre qu'il soit médical ou chirurgical, comme dit Fabien, la chirurgie n'est juste qu'un élément, dans la prise en charge, mais voilà et donc il faut pouvoir accueillir les gens, les rassurer, les comprendre et savoir comment ils vont gérer leurs problèmes pour pouvoir mieux les accompagner par la suite, ouais. C'est vrai que, alors là, dans ce cas-là, le problème, c'est que, en fait, c'est un peu la problématique dans laquelle se retrouvent les patients en obésité. C'est que finalement, ils se retrouvent à eux avoir à décider s'il faut qu'ils consultent. Mmh. Il y a aucune maladie dans laquelle c'est comme ça. Les mentalités évoluent beaucoup. Je pense qu'il y a une dizaine d'années, la majeure partie des patients qu'on voyait en consultation étaient des patients qui venaient d'eux-mêmes, ou alors qui allaient voir leur médecin traitant pour être référés vers un centre. Ce qui est absolument incroyable. Si on fait un parallèle avec le diabète, c'est comme si on vous découvre un diabète et que c'est à vous d'aller prendre rendez-vous et d'aller voir un médecin endocrinologue euh, parce que vous pensez qu'il faut que vous ayez de l'insuline. Parce que c'est un peu ça qui nous arrive. Les patients qui nous disaient, moi j'arrive parce que je veux que vous m'opériez une intervention pour ma maladie. Donc, en fait, tout est inversé. On a de plus en plus de médecins maintenant qui sont formés, en tout cas qui sont sensibilisés à la problématique. On a beaucoup plus de patients qui sont référés par leur médecin traitant, mais ça reste quand même
je dirais les pourcentages, on est à 70-30, 30% de référés et 70% des patients qui Qui vont viennent de de mal. Et parce que aussi, les critères ne sont pas évidents pour un patient. Parce que comme je vous disais, il n'y a pas que le poids, il y a aussi les répercussions de. Donc, qu'est-ce qui fait que quelqu'un en surpoids va avoir des répercussions, quelqu'un en obésité va pas en avoir, qui va consulter? Je trouve que le point. Alors, malheureusement, on revient à un point facile, c'est l'obésité. Un IMC supérieur à 30. L'autre chose qui doit également, et là, je pense que aller consulter dans un centre pour essayer de savoir si finalement l'IMC à 30, il reflète une répartition masse grasse, masse maigre, masse osseuse qui est correcte, ou est-ce qu'il y a vraiment un excès? Et puis aller détecter si finalement, associé à cela, il y a de la résistance à l'insuline, il y a, commence à y avoir des répercussions que les patients n'ont pas forcément déterminées. Euh, Après, mis à part, comment dire, mis à part l'IMC, ce que je trouve intéressant, c'est surtout au bout d'un moment, après avoir essayé tout ce qui était possible en termes de règles alimentaires, hygiéno-diététiques, comme on dit, ou de sport, si ça se révèle toujours être un échec, au bout d'un moment, je pense qu'il faut que ça fasse un peu comme euh, ça allume, en tout cas un indicateur en disant, mais en fait, voilà, malgré toute ma bonne volonté, je n'y arrive pas. Donc peut-être que c'est quelque chose qui est indépendant de ma volonté. Et donc, du coup, aller consulter dans ces cas-là. Mais c'est pas facile. Et je veux dire, normalement, ça serait pas au patient d'aller se dire, mais il faut que je consulte. Ça serait plutôt au médecin. Mais malheureusement, déjà, il y a une pénurie de médecins. On leur demande beaucoup de choses. On leur demande également de prendre en charge toutes les pathologies, etc. Il y a un peu un déficit de formation sur l'obésité. Donc tout ça mis bout à bout, c'est vrai que finalement, c'est pas évident de savoir pour le patient s'il faut qu'il consulte ou quoi. Mais normalement, ça serait plutôt au médecin ou au corps médical. Alors, au corps médical, on en attend beaucoup des médecins traitants, mais finalement, on n'a pas tellement de spécialistes qui nous réfèrent des patients. Or, on pourrait penser que, enfin, vu les pourcentages d'obésité, toutes les spécialités médicales sont touchées par des patients qui ont de l'obésité. Les cardiologues, les pneumologues, les orthopédistes, et les chirurgiens plasticiens, enfin, voilà, toutes ces spécialités-là pourraient, si on arrive à mieux communiquer, à mieux faire comprendre notre travail, pourraient finalement nous référer les patients pour que on voit s'il y a un traitement à faire et comment on l'effectue, et puis ensuite, éventuellement, qu'on adresse le patient dans le dessus. Mais il n'y a pas de difficulté d'accès justement à vous. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de médecins aujourd'hui qui sont spécialisés dans l'obésité pour traiter tous ces gens. Quand on dit qu'il y a 18% de la population qui souffre d'obésité, ça fait un nombre qui est quand même colossal. Après, il y a plusieurs centres, il y a des régions, c'est quand même bien réparti, voilà. Aussi, pour compléter ce que disait Fabien, ce qui serait le message qu'il faudrait dire aux gens, c'est de ne pas arriver trop tard, ne pas arriver dans une obésité morbide où on ne pourra plus revenir en arrière. Donc je pense que ce qu'il faut déclencher, c'est déjà quand ils arrivent dans la partie obèse simple, de classe 1, entre 30 et 35 d'IMC, je ne sais pas ce que tu en penses, mais déjà dès le départ, les accompagner et qu'ils rentrent déjà dans le centre, on commence à les connaître, etc. Et qu'on puisse les suivre pour éviter justement de basculer vers une obésité qui est irréversible. Mais la problématique, c'est ce qu'on a vu, c'est que c'était des catégories socio-professionnelles qui étaient plutôt basses. Et aujourd'hui, prendre un rendez-vous avec une diététicienne, c'est pas remboursé. Est-ce que quand ils rentrent dans le parcours à vous, c'est pris en charge à 100% ou il y a des choses qui vont devoir payer en fait? J'ai répondu à votre première question qui est quelles sont les classes sociales qui sont le plus touchées. D'accord? Aujourd'hui, donc c'est vrai que ce sont les classes qui ont le moins d'argent qui sont le plus touchées parce qu'ils mangent moins bien. Mm. Cela étant dit, comme disait Fabien, il n'y a pas que ça non plus qui peut expliquer l'obésité. Si on ne peut pas réduire l'obésité à une classe sociale faible. Parce Mais qu'elle justement, elle est-ce touche, que elle le, touche tout le monde. est-ce que le fait de... Pardon. Aujourd'hui, le fait de se dire on a un cahier des charges pour pouvoir prendre en charge les patients qui sont en obésité morbide et qui doivent être opérés, on a un cahier des charges qui est assez lourd. Ils doivent voir une diététicienne, c'est vrai, qui sont parfois ou pas remboursés. Il y a encore une discussion à avoir avec les mutuelles ou avec la sécurité sociale. Dans certaines pathologies aussi, le psychologue ou le psychiatre, c'est quand même aussi difficile à avoir
Bon voilà. Le reste, le pneumologue, le cardiologue, le gastro-entérologue, les examens radiologiques sont quand même pris, à 100 par, la sécurité sociale. Mais ça, c'est quand on rentre dans le parcours justement d'obésité où on va vers la chirurgie. Mais c'est justement ma question était pour le patient qui vient vous voir en disant avant qu'il soit dans cette pathologie, est-ce qu'il existe des systèmes qui vont lui permettre d'être pris en charge correctement et pris en charge par la CPAM? Alors il y a des systèmes qui peuvent être pris en charge correctement, c'est ce qu'on essaye de faire tous les 2. Maintenant après, si c'est sur une ordonnance, pour quelque chose de particulier, oui, ils seront pris en charge. Par contre, la diététicienne et les psychologues, ça dépend, c'est pas encore, reconnu en tout cas, à 100 pour être pris en charge, ouais. Parce qu'on verra dans l'épisode 2, justement, on va parler en fait de tout ce qui existe. Mais on parle d'activité physique, on parle de plein de choses qui aujourd'hui, enfin, Non, mais alors, déjà, il faut, je pense, ne plus trop utiliser le parcours chirurgical, le terme parcours chirurgical. La chirurgie, les médicaments dont on va probablement parler, le suivi, l'accompagnement, c'est les outils thérapeutiques qu'on a. En fait, on ne prend pas un patient pour l'opérer ou pour lui donner des médicaments. Il part dans un parcours de soins pour sa maladie. Et ensuite, on va voir ceux qu'il faut opérer, ceux qu'il ne faut pas opérer, ceux qu'il faut traiter par des médicaments, ceux qu'il ne faut pas traiter par des médicaments. Donc, il n'y a pas de parcours chirurgical ou médical. mais je pense que c'est une bonne chose, effectivement, il faut, Ça, c'est super important. faut le préciser. Ensuite, oui, clairement, il y a un problème d'accès aux soins en France et dans le monde. Il n'y a pas assez de médecins. On essaie d'y travailler, mais c'est compliqué. Après, quand même, en France, on a quand même un très bon système de santé. Et il est rare, très rare, que les patients renoncent au suivi pour des raisons financières. Que ce soit dans le privé ou dans le public, on ne refuse personne. Pour les diététiciens, oui, la consultation du diététicien n'est pas complètement remboursée. Mais il y a des mutuelles qui remboursent un petit peu. Pour le psy, les psychiatres, les psychologues, il y a le dispositif Mon Psy. Il y a pas mal de dispositifs qui s'organisent comme ça. Il y a des centres qui sont plutôt initiés par les chirurgiens et qui ont mis en place des consultations diététiques et psychologiques gratuites pour les patients. Donc finalement, chacun trouve sa méthode pour arriver à faire en sorte que les patients soient suivis de manière pluridisciplinaire et que, pour des raisons financières, ils n'aient pas à renoncer aux soins. Maintenant, pour les classes socio-économiques les plus basses, où vraiment 10 euros, c'est pas possible de les débourser, ben là, il y a quand même les centres hospitaliers publics qui arrivent quand même à offrir une prise en charge complètement gratuite. Et donc, avec tout ça, en articulant tout ça, on arrive à faire des choses. Après, oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne peuvent absolument pas débourser 10 euros par mois. Il y a quand même une grande partie de la population qui est touchée par l'obésité, mais qui peut se permettre finalement de payer une consultation diététique une fois par mois, de payer une salle de sport, de payer des choses quand même qui font que finalement, in fine, ils vont arriver à faire un parcours et un suivi quand même de bonne qualité. Et je vous dis encore une fois, on est en France, et en France, on a quand même cette chance encore, je ne sais pas pour combien de temps, d'avoir cet accès relativement large au soin. Ok. Pour conclure ce premier épisode, si on devait retenir une idée forte aujourd'hui pour les auditeurs, ça serait quoi? Si chacun devait te dire, ça c'est important sur l'obésité. Vas-y, je te laisse. Bah, Enfin, c'est plus dur de passer derrière. C'est plus facile pour moi si tu commences. Mais... eh ben, il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut se peser de temps en temps, et que si il y a des problèmes de poids et qu'ils n'arrivent pas à résoudre, le mieux c'est d'aller dans un centre de référence, pas forcément chirurgical, mais d'obésité en général, d'obésité simple ou d'obésité morbide, pour pouvoir mieux les accompagner et surtout d'éviter, on va dire aujourd'hui, d'arriver au stade ultime où l'obésité devient irréversible. Et même s'il est irréversible, à ce moment-là, c'est de trouver un accompagnement qui permette de rassurer les patients et surtout de leur montrer que ce qui est important, c'est pas forcément le nombre de kilos qu'ils vont perdre, mais comment ils vont stabiliser le poids après l'opération. Voilà. Parce que l'opération ne dure que 15 mois, hein. Ce n'est juste une aide, ce n'est pas une solution à long terme. à long terme, puisqu'il y a quand même des échecs. Moi, l'idée que qui me paraît extrêmement importante, c'est d'insister encore sur le fait que c'est une maladie dont on parle. Et une maladie, on ne peut pas rendre le patient responsable de ce qui lui arrive.
Et je pense que vraiment le nœud du problème est souvent que finalement beaucoup de médecins, beaucoup de la société va vous dire c'est une maladie, mais c'est oui, mais. Et il y a un mais derrière. Et le mais, il est problématique parce que le mais, ça veut dire ok, mais si vous mangez mieux, si vous faites plus de sport, ça va pas vous arriver. Ce petit mais, il remet en cause le principe de la maladie. Et si c'est pas une maladie, les patients, ils ont rien à faire avec les médecins. Ni être opérés, ni avoir des médicaments. Et je pense que ce dont souffrent la plupart de ces patients, c'est ça, c'est vraiment de comprendre que c'est une maladie, qu'ils n'en sont pas responsables, et que du coup, comme toutes les maladies, il faut une prise en charge pluridisciplinaire, parce qu'il n'y a pas que l'obésité, il n'y a plus une seule maladie où il y a un seul médecin ou un seul chirurgien dans son cabinet qui va prendre en charge le patient seul. C'est toujours plurifactoriel, et si on ne fait pas du plurifactoriel ou du pluridisciplinaire, on va ne voir qu'une partie du problème et pas le reste. Moi, je dis aux patients, vous n'êtes pas un estomac, vous êtes une personne. Et donc, du coup, il y a besoin de tout le monde, c'est évident. Mais donc, voilà, l'idée, moi, je pense qu'il faut encore faire passer, c'est une maladie. L'OMS a déclaré que c'était une maladie en 97. 97. On est en 2025 et il y a encore beaucoup trop de gens qui pensent que ça n'en est pas une. Et donc ça, c'est vraiment le message, je pense, à véhiculer de la part de nous soignants, c'est de se dire, voilà, on a compris ce que c'était, on ne sait pas exactement pourquoi, mais on a compris que c'était le problème. Et donc, du coup, maintenant qu'on a compris que c'était le problème, c'est pour ça que vous avez besoin des médecins ou des chirurgiens pour vous sortir de cette problématique. Très bien. Merci à tous les deux pour ce premier épisode où ça nous a permis de comprendre l'obésité. On va se retrouver dans un deuxième épisode pour parler justement de tout ce qui est cette prise en charge en fait hors chirurgie. On verra dans l'épisode 3 en fait la chirurgie.